Dans un monde où les sourires dorés masquent des vérités plus sombres, une jeune femme voit son destin scellé par une alliance imposée. Forcée d'épouser un veuf dont elle ignore tout, elle franchit le seuil d'une demeure où chaque silence semble porter le poids d'un secret. Entre le devoir qu'on lui impose et le désir naissant qu'elle refuse d'admettre, son cœur vacille. Car ce qu'elle redoute le plus n'est pas l'homme, mais les émotions inattendues que ses enfants éveilleront en elle. Avant de commencer cette histoire bouleversante, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 inscrits. Dans les salons parfumés de Lyon, sous les lustres de cristal qui dansaient comme des étoiles captives, Émilie Laurent se tenait droite, le cœur battant au rythme d'un orage imminent. À 22 ans, elle était la fille aînée d'une famille de soyeux respectés, mais ce soir-là, en 1902, l'air semblait chargé d'un poison invisible. Sa mère, veuve depuis peu, l'avait traînée à ce bal mondain, un de ces événements où les alliances se nouaient comme des rubans de satin. Émilie portait une robe de taffetas bleu nuit, ornée de dentelles au col et aux manches bouffantes, ses cheveux châtains relevés en un chignon sophistiqué, parsemé de perles discrètes. Elle n'était pas venue pour danser, non. Elle était venue pour survivre. Soudain, les murmures s'amplifièrent autour d'elle. Un homme s'approcha, grand, les épaules larges, sous son habit noir impeccable, une moustache impeccablement taillée, encadrant un visage marqué par le deuil. Henri Duval, veuf notoire, père de 2 enfants orphelins de mère et propriétaire d'une fabrique de soieries en déclin. Ses yeux gris, froids comme l'hiver rhodanien, se posèrent sur elle avec une intensité qui la fit frissonner. « Mademoiselle Laurent, dit-il d'une voix grave, en s'inclinant légèrement, votre père et moi avons discuté affaires. Il est temps que nous parlions de notre avenir commun. » Émilie sentit le sol se dérober sous ses escarpins à talons bas. Un mariage arrangé avec cet inconnu. Son père, ruiné par de mauvaises récoltes de verre à soie, avait dû céder à la pression. Elle, promise à une vie de lecture secrète et de promenade solitaire le long de la Saône, se voyait enchaînée à un homme dont elle ignorait tout, sauf qu'il portait le poids de la perte comme une armure. Les invités observaient, leurs éventails claquant comme des applaudissements moqueurs. Sa sœur cadette, Claire, 16 ans à peine, lui serra la main dans l'ombre, les yeux écarquillés de terreur. Mais le vrai coup de poignard vint plus tard, dans le cabinet de son père, éclairé par la lueur vacillante d'une lampe à huile. « C'est pour le bien de la famille, ma fille », murmura-t-il, la voix brisée. Henri Duval offre la stabilité, ses enfants. Ils ont besoin d'une mère, et nous, d'un allié. Émilie recula, les larmes brûlantes. Une mère ? Elle, qui rêvait d'écrire des poèmes, de visiter les ateliers d'artistes à Paris, se voyait reléguée au rôle d'épouse de convenance, nursemaid pour des petits inconnus. Le contrat était déjà rédigé, scellé par des signatures tremblantes. Refuser signifierait la ruine, l'exil social, la honte pour tous. Ce soir-là, seule dans sa chambre aux murs tapissés de velours, Émilie serra contre elle un médaillon ancien, héritage de sa grand-mère, contenant un portrait fané d'une femme libre. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle à la nuit. Dehors, la cloche de la cathédrale Saint-Jean sonna minuit, comme un glas. Elle ignorait encore que ce veuf distant cachait un cœur brisé, que ses enfants, un garçon de 8 ans espiègle et une fillette de 5 ans timide, deviendraient les clés de son propre éveil. Mais pour l'instant, l'angoisse l'enserrait comme un corset trop serré. Le destin, cruel et imprévisible, venait de frapper à sa porte. Émilie Laurent, jeune femme de Lyon, était forcée d'épouser un veuf inconnu. Jusque-là, rien ne présageait que s'occuper de ses enfants lui volerait le cœur. Mais la vie, dans cette belle époque de splendeurs et de secrets, avait d'autres tours à jouer. Si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer des prochaines aventures et commentez-moi de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Votre soutien fait toute la différence. Le bal reprit son cours, mais Émilie ne dansa pas. Elle erra parmi les invités, évitant les regards curieux. Henri Duval l'observait de loin, un verre de Bordeaux à la main,
se demandant si cette union forcée pourrait guérir ses propres blessures. Ses enfants, endormis chez lui sous la garde d'une gouvernante stricte, ignoraient que leur monde allait basculer. Le petit Jacques, avec ses boucles brunes et son rire contagieux, et la douce Louise, aux yeux verts hérités de leur mère défunte, étaient les innocents au centre de cette tempête. Émilie rentra chez elle à pied, le long des quais embrumés par la brume du Rhône. Les lampes à gaz projetaient des halos orangés sur les pavés humides. Elle repensait à sa vie d'avant. Les après-midi passés à broder avec sa mère, les discussions animées avec son frère aîné, parti trop tôt pour l'Amérique. Tout cela semblait si loin maintenant. Le mariage était fixé dans 3 mois, le temps de formalités et de préparatifs. Mais au fond d'elle, une étincelle de révolte couvait. Pourrait-elle aimer cet homme ou ces enfants qu'elle n'avait pas choisis? Le lendemain matin, un coursier apporta une lettre cachetée, de la main d'Henri. « Chère future épouse, écrivait-il, je sais que ce lien nous lie par devoir, mais permettez-moi de vous inviter à dîner chez moi, afin de rencontrer mes enfants. Peut-être trouverons-nous un terrain commun. » Émilie froissa le papier, le cœur serré. Un dîner, avec des enfants, c'était le début d'une intrusion dans son âme. Pourtant, au fil des jours, la curiosité l'emporta. Elle accepta, sans savoir que ce premier pas la mènerait au bord d'un abîme émotionnel, où l'amour naîtrait des cendres du deuil. Lyon, avec ses traboules secrètes et ses places animées, serait le théâtre de cette transformation inattendue. La belle époque, ère de progrès et d'inégalité, offrait à Émilie une chance unique, celle de réécrire son destin. Un cœur volé à la fois. La narration s'étire ici pour immerger le lecteur dans l'atmosphère. Émilie traverse la place Bellecour, où les fontaines murmurent des promesses. Les marchandes vendent des fleurs fraîches, et l'air porte l'odeur de pain chaud des boulangeries. Mais son esprit est ailleurs, hanté par l'image de ce veuf et de ses orphelins. Qui était la première Madame Duval? Une beauté fragile, emportée par la fièvre, disait-on. Et Henri avait-il aimé profondément? Ces questions la tourmentaient, comme des aiguilles dans le tissu de sa robe. Enfin, devant la demeure des Duval, une maison bourgeoise aux volets verts, Émilie hésita. La porte s'ouvrit sur une gouvernante âgée. « Entrez, mademoiselle, les enfants vous attendent. » Et là, dans le salon aux meubles d'acajou, 2 pères d'yeux innocents se posèrent sur elle. Jacques courut vers elle, curieux. Louise se cacha derrière les jupes de la gouvernante. Henri, en retrait, observa la scène. Un silence pesant s'installa, chargé de possibilités. Émilie sourit faiblement. « Bonjour, dit-elle. C'était le premier fil d'un lien qui allait tout changer. Mais pour l'instant, le poids du devoir l'écrasait. Comment une union forcée pourrait-elle fleurir en amour? Seul le temps, dans cette époque de velours et de mystère, le dirait. Émilie franchit le seuil de la demeure des Duval, le cœur battant comme un tambour lointain. L'air du salon portait l'odeur discrète de cire d'abeille et de bois ciré, un parfum qui évoquait les maisons bourgeoises de Lyon, où chaque meuble racontait une histoire de commerce prospère. Les murs étaient ornés de tapisseries aux motifs floraux, héritage d'une époque où la soie lyonnaise régnait en maître. Elle ajusta nerveusement les plis de sa robe de mousseline grise, aux manches longues et au corsage ajusté par un ruban de velours, conforme aux usages d'une jeune femme de bonne famille en ce début de siècle. Henri Duval se tenait près de la cheminée où un feu modeste crépitait, projetant des ombres dansantes sur son visage anguleux. À 40 ans, il en paraissait 50, usé par le deuil et les soucis d'une fabrique qui peinait à suivre le rythme des nouvelles machines à tisser. Son costume noir, taillé sur mesure par un tailleur de la rue de la République, soulignait sa stature imposante, mais ses yeux trahissaient une fatigue profonde. « Asseyez-vous, mademoiselle Laurent » dit-il d'une voix mesurée, en indiquant un fauteuil capitonné. « Jacques, Louise, approchez-vous. Voici la dame qui viendra bientôt vivre avec nous. » Le garçon, Jacques, s'avança le premier, ses boucles brunes en désordre et ses joues rosies par l'excitation. 8 ans,
Espiègle comme un moineau des quais du Rhône, il portait un costume court en laine grise avec col dur et boutons de nacre. « Bonjour, mademoiselle », lança-t-il avec un sourire espiègle, tendant une main potelée. « Père dit que vous aimez les histoires. Racontez-m'en une sur les vers à soie. » Émilie s'agenouilla légèrement, surprise par cette franchise enfantine. Elle avait lu des contes à sa sœur, Claire, autrefois, dans les jardins de leur maison familiale, près de la place des Jacobins. « Peut-être plus tard, petit monsieur », répondit-elle doucement, forçant un sourire. Son propre monde, fait de thé mondain et de promenades chaperonnées, lui semblait soudain si fragile. Louise, en revanche, resta blottie contre les jupes amidonnées de la gouvernante, Madame Bertrand. Une femme aux cheveux grisonnants noués en chignon sévère et à la robe noire austère, typique des domestiques de l'époque. 5 ans, avec des yeux verts immenses et des nattes blondes impeccables, la fillette serrait un poupon de chiffon contre sa poitrine. Elle observait Émilie avec une méfiance muette, comme si cette étrangère menaçait l'ordre fragile de son univers. Henri s'éclaircit la gorge. « Ma fille est timide depuis l'accident de sa mère. Mais elle s'habituera. » Les mots planèrent, lourds de non-dits. La première, Madame Duval, Élise, avait succombé à une pneumonie 2 ans plus tôt, laissant un vide que les rumeurs des salons lyonnais qualifiaient de tragédie inévitable. Le dîner fut servi dans la salle à manger adjacente, éclairée par des chandeliers en argent qui diffusaient une lumière chaude sur la nappe damassée. Des plats simples mais raffinés, potage de légumes, et volailles rôties aux herbes du jardin, et fromage de la région, accompagné d'un vin rouge de la vallée du Rhône. Émilie mangea du bout des lèvres, observant les enfants. Jacques babillait sans cesse, mimant les métiers à tisser de la fabrique de son père, où les ouvriers s'affairaient du lever au coucher du soleil. « Père travaille dur, vous savez, les Anglais volent nos secrets de soie. » Henri rit doucement, un son rare qui adoucit ses traits. « Mon fils exagère, mais la concurrence est rude. Votre famille le sait bien, mademoiselle. Les Laurent et les Duval pourraient s'allier pour dominer le marché. » Émilie hocha la tête poliment, mais intérieurement une vague de malaise l'envahit. Son habitat quotidien, la vaste demeure familiale au parquet ciré et aux bibliothèques remplies de volumes reliés en cuir, était un havre de tradition. Sa mère, veuve d'un négociant en soierie, passait ses journées à organiser des visites et à superviser les broderies des sœurs. Les rituels étaient immuables, le thé à 4 heures, les messes du dimanche à la primatiale Saint-Jean, les promenades en calèche le long des berges de la Saône, où les femmes comme elle portaient des chapeaux à plumes et des gants de dentelle pour se protéger du soleil estival. La hiérarchie sociale pesait comme un carcan. Les bourgeois, comme les Laurent, côtoyaient les nobles appauvris, mais toute union devait respecter les lignées et les fortunes. Pourtant, ce soir-là, un premier indicio de tension effleura l'air. Au milieu du repas, Jacques renversa son verre de lait, éclaboussant la nappe. La gouvernante fronça les sourcils, mais Henri intervint calmement. « Ce n'est rien, mon garçon. La vie est pleine de tâches qu'on efface. » Ses yeux croisèrent ceux d'Émilie, et pour la première fois, elle y lut une vulnérabilité fugace, comme un craquement dans une façade de marbre. Était-ce un appel à l'aide, ou simplement la fatigue d'un père solitaire? Louise, sentant le malaise, se mit à pleurer doucement, murmurant « Maman » entre 2 sanglots. Émilie, touchée malgré elle, tendit une main pour caresser les cheveux de la fillette. La peau chaude de l'enfant contre ses doigts gantés fut un choc électrique. Elle n'avait jamais tenu un enfant ainsi, pas même ceux de ses cousins lors des fêtes familiales. La soirée s'acheva sur une note de politesse forcée. Henri l'escorta jusqu'à la porte, où une voiture à cheval les attendait pour la ramener chez elle. « Merci d'être venu, » dit-il, sa voix plus douce qu'au bal. « Les enfants ont besoin de stabilité, comme nous tous. » Émilie inclina la tête, les joues en feu sous son voile. Dehors, la nuit lyonnaise enveloppait la rue de Bréa d'un manteau de brume, les lampes à gaz clignotant comme des yeux vigilants. Elle remonta en calèche, le esprit tourmenté. Ce dîner avait fissuré son armure. Les enfants n'étaient pas des fardeaux anonymes, mais des âmes fragiles,
piégée dans le deuil comme elle l'était dans ce mariage imposé. Rentrée chez elle, elle trouva sa mère dans le salon, brodant à la lueur d'une lampe à huile. « Comment était-ce, ma chérie ?» demanda-t-elle, les yeux plissés par la curiosité. Émilie hésita, puis murmura « Étrange, ils sont si vulnérables. » Sa mère sourit faiblement. « C'est le rôle d'une épouse, Émilie. Soigner les blessures des autres guérit les siennes. » Mais au fond d'elle, la jeune femme sentait une tempête se lever. Les jours suivants passèrent dans une routine apparente. Visites aux fournisseurs de soie, thé avec des amis qui chuchotaient sur les pauvres Duval, et lettres de son père rappelant le devoir familial. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le jardin familial, cueillant des roses sous le regard d'une camériste, un messager à bicyclette, rare vu dans les rues pavées, s'approcha. Il tendit une enveloppe scellée, portant le sceau des Duval. Émilie l'ouvrit d'une main tremblante. Les mots d'Henri y étaient tracés d'une encre ferme. « Ma chère, Jacques est souffrant. Une fièvre légère. Pourriez-vous venir? Les enfants vous réclament déjà. » Son cœur se serra. Une fièvre. Dans cette époque où les docteurs parcouraient encore les rues en fiacre, une telle nouvelle sonnait comme un présage. Était-ce le début d'une chaîne d'événements qui la lierait irrémédiablement à cette famille inconnue? Elle rangea la lettre dans son réticule de soie, ignorant que ce simple appel allait précipiter la rupture de son monde paisible. La nuit tombait sur Lyon, et avec elle, les ombres d'un destin inéluctable. Émilie relut la lettre une seconde fois, le papier craquant sous ses doigts, ganté. La fièvre de Jacques. Ces mots simples la frappèrent comme un coup de vent froid du Rhône. Elle était encore dans le jardin familial, entourée des rosiers en bouton qui exhalaient leur parfum sucré sous le soleil de l'après-midi. Lyon bourdonnait au loin. Les cloches des églises carillonnaient l'heure, et les charrettes des marchands grinçaient sur les pavés de la rue des Cordeliers. Sa camériste, une jeune fille aux joues rondes nommée Margot, l'observait discrètement depuis le banc de pierre, son tablier blanc immaculé contrastant avec les ombres des haies taillées. « Qu'y a-t-il, mademoiselle » demanda Margot d'une voix timide, ajustant son bonnet de lin. Émilie secoua la tête, rangeant l'enveloppe dans son réticule. « Rien. Ou tout. Je dois y aller. » Son cœur cognait fort. Accepter cette invitation signifiait franchir une ligne invisible, entrer dans le monde des Duval non plus comme une invitée polie, mais comme une figure nécessaire. Refuser, cela alarmerait sa mère, qui guettait déjà chaque pas de sa fille vers ce mariage inévitable. Les murmures des salons lyonnais ne tarderaient pas. La future Madame Duval dédaigne déjà ses devoirs. La honte sociale serait un poison lent, ruinant les dernières alliances commerciales de la famille Laurent. Elle se hâta vers la maison, ses jupes de taffetas frôlant les graviers. À l'intérieur, le vestibule aux lambris sombres l'accueillit avec son odeur familière de cire et de lavande. Sa mère, assise dans le salon, brodait un motif de feuilles d'acanthe sur un châle de cachemire. À 50 ans, veuve depuis 1 an, elle portait une robe de serge grise, le col montant orné d'un camée en ivoire, symbole de deuil discret. Ses cheveux poivre et sel étaient relevés en un chignon austère et ses yeux, vifs derrière ses besicles, se posèrent sur Émilie avec une curiosité mêlée d'inquiétude. « Ma fille, tu sembles agitée. Est-ce une nouvelle de ton père? Il est à la fabrique avec les comptes. » Sa voix s'estompa en voyant l'expression d'Émilie. Celle-ci tendit la lettre. « C'est Henri Duval. Son fils est malade. Il me demande de venir. » Madame Laurent pâlit légèrement, éposant son ouvrage. « Une fièvre? Dans cette saison? Les enfants sont si fragiles depuis l'épidémie de grippe l'hiver dernier. Tu dois y aller, Émilie. C'est ton rôle désormais. Pense à la famille. Si tu hésites, les gens diront que tu n'es pas faite pour ce mariage. » Émilie sentit une révolte monter, comme une marée contre les quais. Son rôle? Elle n'avait que 22 ans, et son monde se résumait à des leçons de piano, avec mademoiselle Fournier, des thés chez les voisines de la Croix-Rousse, et des rêves secrets d'écrire des lettres à des poètes parisiens
qu'elle n'oserait jamais envoyer. Mère, je ne suis pas encore sa femme. Et si c'était un piège pour me lier plus tôt? Sa voix trembla, mais sa mère se leva, posant une main ferme sur son épaule. Le piège est déjà tendu, ma chérie. Les Duval sont nos alliés contre la faillite. Ton père a signé l'accord il y a 1 semaine. Le notaire l'a scellé hier. Tu épouseras Henri dans 2 mois, lors de la foire de la soie. Et ses enfants, ils deviendront les tiens. L'alliance. Le mot résonna comme un glas. Émilie avait entendu les rumeurs. La fabrique des Duval, nichée dans les pentes de la colline de Fourvière, peinait face aux importations d'Asie. Son père, ruiné par une récolte maigre de mûriers, avait cédé des parts en échange de ce mariage. Mais cela changeait tout. Plus de répit, plus d'hésitation. Les règles du nouveau monde s'imposaient. Surveillance publique lors des sorties, étiquette stricte dans les cercles bourgeois. Pas de promenade solitaire, pas de lecture tardive sans chaperon. Les obstacles surgissaient déjà. Les commérages des amis, qui la verraient comme une intrigante. Les dettes familiales qui la liaient comme des chaînes. Pourtant, une hésitation la retint. Et si je refuse? Nous pourrions trouver un autre parti, un homme sans enfant, sans ce poids. Sa mère secoua la tête, les lèvres pincées. Refuser signifierait l'exil. Ton oncle à Marseille ne nous recevrait plus. Les salons nous fermeraient leurs portes. Pense à Claire, à ses propres perspectives. Le coût social était clair. Isolation, pauvreté voilée, et pour Émilie, l'étiquette de rebelle indésirable pour toute autre union. Vaincue, elle hocha la tête. J'irai. Margot l'aida à se changer. Une robe de laine bleu marine, plus pratique pour la visite, avec un manteau à capuche bordé de fourrure. Elles montèrent dans la calèche familiale, tirée par un cheval bai robuste qui cahota vers la colline. Le trajet fut un tourment. Les rues de Lyon défilaient, avec leurs traboules sombres et leurs boutiques aux vitrines ornées de rubans de soie. Émilie serrait son réticule, imaginant la fièvre de Jacques comme un feu qui consumerait sa liberté. À la demeure des Duval, la gouvernante, Madame Bertrand, ouvrit la porte en hâte, son visage ridé marqué par l'anxiété. « Dieu merci, vous êtes venue, mademoiselle. Le petit est au lit, il délire un peu. Le docteur est parti, mais il a prescrit du repos et des cataplasmes. » Henri surgit du couloir, les manches de sa chemise retroussées, révélant des avant-bras tannés par les visites à la fabrique. Son visage était pâle, les yeux cernés. « Émilie, merci. Louise est avec lui. Il refuse tout le monde, sauf... » Il a demandé la dame des histoires. Le cœur d'Émilie se serra. Elle gravit l'escalier aux marches recouvertes de tapis persans, suivant Henri jusqu'à la chambre d'enfant. La pièce était modeste. Un lit à baldaquin, des jouets en bois éparpillés, un cheval à bascule, un soldat de plomb. Jacques gisait sous les couvertures, ses boucles collées par la sueur, les joues rougies. Louise, assise à son chevet, tenait sa main, ses nattes défaites pour une fois. « Il a mal à la tête », murmura la fillette, les yeux gonflés de larmes. Émilie s'approcha, ôtant ses gants. Pour la première fois, elle posa une main fraîche sur le front brûlant de l'enfant. « Jacques, c'est moi, raconte-moi ce qui te tracasse. » Le garçon ouvrit les yeux, trouble. Les vers. Il meurt dans les cocons. Père dit que c'est la faute des Anglais. Sa voix était faible, mais un sourire fugace illumina son visage. Émilie, touchée, commença un conte improvisé sur des vers à soie magique qui tissaient des rêves. Henri observait depuis la porte un allié silencieux dans cette épreuve. Madame Bertrand, en bas, préparait un bouillon d'herbe, tandis qu'un antagoniste potentiel se profilait. Le cousin d'Henri, un certain Gaston Moreau, négociant ambitieux qui rôdait autour de la fabrique, murmurant des offres d'achat aux ouvriers. La nuit tomba, et Émilie resta. La fièvre baissa légèrement, mais le garçon s'accrocha à sa main. Dehors, la cloche de Fourvière sonna 8 heures. Ce moment brisait son status quo. Plus de retour en arrière. Elle était entrée dans leur monde, forcée par le devoir, mais un lien naissait déjà. Pourtant, au matin, un messager apporta une nouvelle.
Une rumeur circulait en ville, lancée par Gaston, accusant les Laurent de dettes cachées. Le scandale menaçait. Émilie, pâle, murmura à Henri « Cela change tout ». Il hocha la tête. « Nous devons nous unir, ou tout s'effondre ». La décision était prise. Elle emménagerait plutôt, altérant à jamais son existence. Mais quel prix pour son cœur! Émilie traversa le seuil de la demeure des Duval pour la 3e fois en une semaine, mais cette fois, ce n'était plus une visite fugitive. Les malles de sa dot, robe de soie pliée avec soin, livres reliés en cuir, et ce médaillon ancestral qui pendait à son cou comme un talisman, avaient été transportés par des porteurs en livrée la veille. À 22 ans, elle quittait la maison familiale de la rue des Cordeliers pour s'installer dans cette bâtisse aux volets verts, perchée sur les pentes de Fourvière. L'air embaumait le châtaignier en fleurs, et Lyon, en bas, bruissait comme un fleuve vivant. Mais son cœur, lui, battait au rythme d'une marche forcée. Henri l'accueillit dans le vestibule, les mains dans les poches de son gilet de laine grise. À 40 ans, il portait encore les stigmates du deuil. Une barbe naissante qui ombrageait ses joues creusées et un regard gris qui semblait toujours scruter l'horizon. « Bienvenue chez vous, Émilie », dit-il simplement, sans emphase. Pas de sourire forcé, juste une inclinaison de tête qui trahissait une courtoisie usée. Jacques, remis de sa fièvre mais encore pâle, courut vers elle, tirant sur sa jupe de serge bleue. « Vous restez pour de bon, promettez de me lire l'histoire des vers magiques. » Louise, plus réservée, se contenta d'un hochement timide, ses nattes blondes dansant comme des rubans. La gouvernante, Madame Bertrand, avait préparé une chambre au premier étage, un lit à baldaquin drapé de mousseline blanche, une coiffeuse en acajou où trônait un miroir ovale, et une fenêtre donnant sur les vignes en terrasse. Émilie défit ses bagages en silence, sentant le poids de cette intégration comme un corset trop serré. Le monde des Duval était un univers clos, la fabrique en contrebas, où les métiers à tisser cliquetaient du matin au soir, les jardins clos, avec leurs rosiers taillés, et les rituels quotidiens, petit déjeuner à 8 heures, leçons pour les enfants à 10, promenade surveillée l'après-midi, plus de liberté pour flâner seul le long de la Saône. Désormais, chaque pas serait observé, jugé par les voisins bourgeois de la colline. Le test vint plus tôt qu'elle ne l'avait craint. 3 jours après son arrivée, Henri annonça un thé chez les Lefebvre, une famille d'industriels voisins, connus pour leur salon, où se nouaient les alliances commerciales. « C'est une obligation sociale », expliqua-t-il en ajustant sa cravate noire devant le miroir du salon. « Les rumeurs courent déjà sur notre union hâtive. Montrez-leur que vous êtes à la hauteur. » Émilie acquiesça, le ventre noué. Elle choisit une robe de taffetas vert olive, au corsage brodé de perles fines et aux manches gigotées, avec un chapeau à voilette pour masquer son appréhension. Louise et Jacques resteraient avec Madame Bertrand. Ce serait sa première sortie en tant que future Madame Duval. La calèche les mena à travers les ruelles pavées où les lampes à gaz n'étaient pas encore allumées, malgré l'heure tardive de l'après-midi. Les Lefebvre habitaient une villa au balcon en fer forgé, ornée de glycines en cascade. À l'intérieur, l'air était saturé de parfums de thé à la bergamote et de cigares cubains. Une dizaine d'invités, épouses en robe de soie chatoyante, maris en habits sombres, se tournèrent vers eux à leur entrée. Madame Lefebvre, une femme replète aux boucles rousses et aux colliers de perles opaques, s'avança avec un sourire pincé. Madame Duval, ou presque, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre cercle. Émilie sentit les regards la disséquer, les murmures sur sa famille appauvrie, les allusions voilées à la ruine des Laurent. Une dame en chapeau emplumé, Madame Dubois, une veuve acariâtre aux lèvres minces, lança d'une voix sucrée. « On dit que votre arrivée sauve les Duval de la faillite, comme c'est. Charitable de votre part. » Un rire étouffé courut dans le salon, où des tasses de porcelaine cliquetaient sur des soucoupes. La friction de classe était palpable. Les Lefebvre, enrichis par les exportations, toisaient les Duval comme des rivaux affaiblis. Émilie rougit, ses mains gantées serrant son réticule.
Elle n'était plus la fille insouciante d'étés familiaux. Ici, elle était l'intruse, la marchandise d'échange. Henri, à ses côtés, posa une main légère sur le dossier de sa chaise, un geste infime, presque imperceptible, mais qui la stabilisa comme un ancrage. « Ma fiancée apporte plus que de la charité », intervint-il calmement, sa voix grave coupant le brouhaha. Son esprit vif et sa connaissance des soieries lyonnaises relanceront notre fabrique, ensemble. Les mots étaient mesurés, une défense minimale, mais ils firent taire les murmures. Émilie leva les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent un instant, un silence partagé chargé d'une compréhension naissante. Pas de passion, juste un respect tacite, comme deux étrangers unis contre la tempête. C'est alors qu'apparut l'objet qui marquerait son âme, une broche en argent, en forme de papillon aux ailes ciselées, offerte par Madame Lefebvre comme cadeau de bienvenue. Elle appartenait à une amie chère, emportée trop tôt, expliqua-t-elle en l'épinglant au corsage d'Émilie. Le métal froid contre sa peau évoqua instantanément Élise Duval, la défunte épouse. Émilie toucha la broche du bout des doigts, sentant un frisson. Était-ce un symbole de deuil ou un rappel cruel de sa place d'intruse? Pourtant, en la portant, elle se sentit étrangement liée à cette maison, comme si l'objet initiait un arc secret, un fil de soie, reliant passé et avenir. La tension grimpa quand Gaston Moreau, le cousin d'Henri, fit son entrée tardive. Grand, avec une moustache cirée et un costume voyant au revers doré, il était le négociant ambitieux qui lorgnait la fabrique. Il s'inclina devant Émilie, les yeux plissés comme un renard. « Chère cousine future, quel plaisir! J'ai entendu dire que les Laurent ont des dettes. » Enfoui. Son ton était mielleux, mais ses mots un poison. Il observait depuis les ombres du salon, notant chaque détail. Le rougissement d'Émilie, la crispation d'Henri. Était-ce lui qui avait lancé la rumeur? Henri serra les mâchoires, mais ne répliqua pas, se contentant d'un regard froid vers son cousin. Le thé s'acheva sur une note aigre-douce. De retour à la maison, alors que la nuit enveloppait Fourvière d'un voile de brume, Émilie ôta la broche et la posa sur sa coiffeuse. Henri passa la tête dans l'embrasure de la porte, un verre de vin à la main. « Vous avez tenu bon », murmura-t-il, et pour la première fois, un sourire fugace adoucit ses traits. Leurs doigts se frôlèrent quand il lui tendit le verre, un rosse accidentel, électrique. « Merci », souffla-t-elle. Un petit avancé, un silence complice qui réchauffa l'air froid. Mais le lendemain matin, un journal local, Le Progrès de Lyon, trônait sur la table du petit déjeuner. Une note discrète en bas de page. Mariage hâtif chez les Soyeux. Les Duval et Laurent unissent leurs dettes. Les mots noirs comme de l'encre de Chine. Gaston avait agi dans l'ombre. Émilie pâlit, froissant le papier. Henri posa une main sur la sienne. C'est le début d'une guerre, mais nous la mènerons ensemble. La conséquence sociale était visible, un coup porté à leur union naissante, et dans les jours à venir, cela ne ferait qu'empirer. La tempête s'était levée sans avertissement sur les collines de Fourvière, transformant le ciel lyonnais en un voile de plomb. Émilie, installée depuis une semaine dans la demeure des Duval, se tenait à la fenêtre de sa chambre, observant les rafales qui fouettaient les vignes en terrasse. La pluie martelait les vitres comme des doigts impatients, et le vent hurlait dans les cheminées, isolant la maison du monde extérieur. Henri avait annulé les visites prévues, les calèches restaient au garage, et même les ouvriers de la fabrique rentraient chez eux, trempés jusqu'aux os. Ce confinement forcé, imposé par la nature elle-même, les enfermait ensemble pour la première fois, loin des regards indiscrets des salons et des rumeurs qui infestaient les rues pavées en bas. Jacques et Louise, confinés eux aussi, s'étaient réfugiés dans le salon au rez-de-chaussée, où Madame Bertrand tentait de les distraire avec des jeux de patience sur la table d'acajou. Émilie descendit l'escalier, ses pantoufles de feutre étouffant ses pas sur les marches recouvertes de tapis persans. Elle portait une robe d'intérieur en laine douce, grise comme les nuages, au col montant orné d'un ruban de velours noir.
Une tenue modeste, adaptée à cette intimité imposée, sans les corsets rigides des sorties mondaines. Henri était là, assis près du feu qui crépitait dans l'âtre, un livre ouvert sur les genoux. Ses cheveux, habituellement peignés en arrière, étaient en désordre, et sa chemise blanche, retroussée aux manches, révélait des avant-bras marqués par les efforts à la fabrique. À 40 ans, il semblait plus accessible, dépouillé de l'armure de l'homme d'affaires. « Cette pluie ne s'arrêtera pas avant demain », murmura-t-il en levant les yeux, sa voix grave se mêlant au grondement du tonnerre. Émilie s'assit en face de lui, sur un fauteuil capitonné, sentant la chaleur du feu caresser ses joues pâles. Les enfants, à quelques pas, riaient doucement à un jeu de dominos, mais l'air était chargé d'une tension palpable, comme si la tempête extérieure reflétait celle qui couvait en eux. Pour la première fois, ils étaient seuls, sans chaperon ni excuses protocolaires. « Les enfants semblent contents », dit-elle pour briser le silence, jetant un regard vers Jacques, qui empilait ses pièces avec enthousiasme. « Ils s'habituent à moi. » Un peu. Henri hocha la tête, refermant son livre, un volume relié en cuir sur l'histoire des soieries lyonnaises, héritage de son grand-père. « Vous avez un don avec eux. Jacques parle de vos histoires toute la journée. Et Louise, elle a souri hier pour la première fois depuis longtemps. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient un poids invisible, un aveu tacite de gratitude. Émilie sentit une chaleur monter en elle, pas celle du feu, mais quelque chose de plus profond, une connexion naissante qui fissurait sa réserve. Pourtant, elle hésita, se rappelant les articles du journal, ses insinuations sur les dettes qui planaient comme une ombre sur leur union. Le soir tomba tôt. Enveloppée d'un crépuscule précoce, Madame Bertrand servit un dîner frugal dans la salle à manger, soupe de choux, pain frais et fromage de chèvre, arrosé d'un vin léger de la région. Les enfants montèrent se coucher après, épuisés par la journée confinée. Seuls, Henri et Émilie restèrent près de la cheminée, où les flammes dansaient comme des souvenirs fugaces. C'est alors que l'objet apparut, ce médaillon qu'Émilie portait toujours au cou, un héritage de sa grand-mère, contenant un portrait fané d'une femme aux yeux vifs, une poétesse oubliée qui avait voyagé seule en Italie au siècle précédent. « Qu'est-ce que c'est » demanda Henri, curieux, en tendant la main sans oser toucher. Émilie défit le fermoir, le cœur battant. La scène Ancora s'imposa. Elle ouvrit le médaillon, révélant non seulement le portrait, mais une mèche de cheveux blonds, vestige d'une liberté perdue. Ma grand-mère, elle refusait les mariages arrangés. Elle écrivait des lettres secrètes, des poèmes sur la Saône et les étoiles. Elle me disait toujours « Ne laisse pas le devoir étouffer ton âme ». Sa voix trembla, et pour la première fois, elle parla de son passé férido. La mort de son frère aîné, emporté par la tuberculose 5 ans plus tôt, laissant un vide que son père comblait par des alliances désespérées. J'ai perdu ma liberté ce jour-là, et maintenant, ce mariage. C'est comme une seconde prison. Henri l'écouta en silence, ses yeux gris s'adoucissant dans la lueur orangée. Puis, lentement, il sortit de sa poche une petite boîte en velours usé. À l'intérieur, un anneau d'argent simple, gravé d'initiales entrelacées, les siennes et celles d'Élise. Ma femme. Elle est morte il y a 2 ans, d'une pneumonie après une naissance difficile. J'étais en voyage d'affaires à Marseille, pour sauver la fabrique. Je n'étais pas là quand elle a eu besoin de moi. Sa voix se brisa, révélant une culpa profonde. Un luto qu'il portait comme une chaîne. Les enfants. Ils me le reprochent en silence, et moi, je me reproche d'avoir priorisé le devoir sur l'amour. Ce mariage avec vous, c'était pour leur donner une mère, pour stabiliser tout. Mais je ne veux pas vous forcer dans une cage. Les mots planèrent, lourds de vulnérabilité. Émilie posa une main sur la sienne, un geste hésitant, mais chargé d'empathie. Leurs doigts s'entrelacèrent un instant. Un rose qui changea la température de la pièce, passant de la froideur polie à une chaleur confiante. Pas de passion dévorante, juste une promesse tacite. Ils partageraient ce fardeau, humain l'un pour l'autre. « Nous pouvons essayer », murmura-t-elle, « pour les enfants, et peut-être pour nous. »
Henri serra sa main, un sourire fugace illuminant son visage marqué. Dans ce moment, il se humanisa, plus un veuf distant, mais un homme brisé cherchant la guérison. La tempête s'apaisa au milieu de la nuit, laissant place à un silence humide. Mais au matin, alors que le soleil perçait les nuages, un messager frappa à la porte trempée par les averses résiduelles. Il tendit une lettre cachetée portant le sceau de Gaston Moreau. Émilie l'ouvrit, les mains tremblantes. Les mots y étaient froids. « Cher cousin Henri, j'ai des preuves des irrégularités dans les comptes des Duval. Si vous ne vendez pas votre part de la fabrique, je les rendrai publiques. Et votre nouvelle épouse. Les Laurent paieront cher pour leurs dettes cachées. » Gaston bougeait dans l'ombre. Son espionnage se resserrait comme un étau. Henri lut par-dessus son épaule, son visage se durcissant. Il ne s'arrêtera pas. La marée émotionnelle retomba, remplacée par une peur glacée. Émilie serra le médaillon contre elle. Leur confiance naissante était menacée, et le chemin vers l'amour semblait plus périlleux que jamais. Dehors, Lyon s'éveillait, ignorant les ombres qui s'allongeaient sur leur union fragile. La lettre de Gaston Moreau gisait sur la table du salon comme un serpent venimeux. Ces mots gravés dans l'encre noire, jetant une ombre sur la lumière matinale qui filtrait à travers les volets verts. Émilie la relut une troisième fois, ses doigts tremblants effleurant le papier épais, tandis que le tic-tac de l'horloge comtoise marquait les secondes, comme un compte à rebours inexorable. Henri, debout près de la cheminée où les braises de la nuit précédente rougeoyaient encore faiblement, serrait les poings, son visage anguleux, durci par une colère contenue. La tempête avait passé, mais une autre se levait, plus perfide, ourdie par les ambitions familiales. « Gaston n'est pas un cousin lointain », murmura Henri d'une voix rauque, rompant le silence oppressant. « Il a toujours convoité la fabrique. Depuis la mort d'Élise, il rôde comme un vautour, promettant aux ouvriers des salaires plus hauts s'ils le suivent. » Émilie leva les yeux vers lui, sentant la confiance naissante de la veille se fissurer comme du verre sous le gel. À 22 ans, elle avait cru entrevoir un horizon partagé, mais cette menace rappelait la précarité de leur lien, un mariage de convenance, pas d'amour. Les enfants, en bas dans la cuisine avec Madame Bertrand, qui leur préparait un porridge d'avoine, ignoraient tout, leurs rires innocents contrastant avec le poids qui s'abattait sur les adultes. Henri arpenta la pièce, ses bottes claquant sur le parquet ciré. Les irrégularités, ce sont des comptes anciens, des prêts pour moderniser les métiers à tisser après la crise de 99. Rien d'illégal, mais il déformera tout. Il s'arrêta près d'Émilie, posant une main sur son épaule, un geste protecteur, mais chargé d'une urgence nouvelle. Votre famille est impliquée maintenant, les Laurent paieront si les rumeurs enflent. Elle se leva, le médaillon de sa grand-mère se balançant contre sa poitrine, rappel de liberté perdue. Nous devons le confronter, ensemble. Mais au fond d'elle, une peur glacée montait. Et si cette union, déjà fragile, se brisait sous le poids du scandale? Le lendemain, sous un ciel plombé qui pesait sur les collines de Fourvière, Gaston frappa à la porte de la demeure des Duval. Il arriva en fiacre, escorté d'un notaire aux lunettes cerclées d'or et d'un valet portant une mallette de cuir. Grand, avec sa moustache cirée en crocs acérés et son pardessus gris perle taillé à la mode parisienne, il s'inclina avec une courtoisie feinte. Mais ses yeux, froids comme l'acier des ateliers, balayèrent la pièce comme un inventaire. Madame Bertrand le fit entrer à contre-cœur, tandis que Jacques et Louise, alertés par le bruit, se cachèrent derrière les rideaux du salon. Émilie, en robe de laine bleu marine, au col haut et aux manches longues, se tenait droite près d'Henri, qui avait revêtu son habit noir impeccable, une armure contre l'invasion. « Cousin !» lança Gaston d'une voix mielleuse, s'asseyant sans y être invité dans un fauteuil capitonné. « Et la charmante future Madame Duval, j'apporte des nouvelles, familiales. » Il ouvrit la mallette en tirant un dossier jauni, des livres de comptes, des lettres jaunies, des reçus froissés. Le notaire, un homme maigre nommé Monsieur Leclerc, tout sauta nerveusement. Monsieur Moreau représente des intérêts légitimes. Les Duval doivent 30 000 francs à des créanciers lyonnais.
datant de l'époque de votre défunte épouse. Gaston sourit, un rictus qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Et les Laurent, leur dette en soierie importée d'Italie. Oh, j'ai les preuves. Un mariage ne les efface pas. Vendez-moi la fabrique, Henri, ou je porte tout au tribunal. Scandale public, veuf ruiné, orphelin déshérité, et une épouse de complot. L'attaque était frontale. Un coup de poignard en pleine lumière. Henri blêmit, ses jointures blanchissant sur les accoudoirs. Tu bluffes, Gaston. Ces dettes sont gérées. Laisse-nous en paix. Mais Gaston secoua la tête, étalant les documents sur la table comme une main au poker. Le notaire atteste, et imaginez les journaux. Lyon en deuil, union forcée cache fraude soyeuse. Votre réputation, Henri, et la sienne. Il désigna Émilie d'un geste narquois. Une jeune fille de bonne famille, traînée dans la boue. Les salons vous fermeront leurs portes. Les ouvriers se tourneront vers moi. Émilie sentit le sol se dérober. La perte de soutien était tangible. Le notaire hocha la tête, confirmant les chiffres. Une menace légale planait, avec des saisies possibles, des poursuites pour fraude. Sa propre famille, déjà affaiblie, serait ruinée. Son père, à la fabrique des Laurent, verrait ses alliances se dissoudre comme de la soie dans l'eau. Elle intervint, la voix ferme malgré le tremblement. « C'est du chantage. Nous n'avons rien à cacher. » Gaston rit doucement. « Prouvez-le au tribunal, alors. Mais les enfants, Jacques et Louise, exposés au commérage. Une mère de substitution, accusée de cupidité, délicieux. » Henri se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Sors d'ici, tu ne toucheras pas à ma famille. » Mais le mal était fait. Gaston rangea ses papiers, s'inclinant une dernière fois. « Réfléchissez, cousin. J'attends votre réponse d'ici 3 jours. Sinon, la ville saura tout. » Il partit, laissant un silence assourdissant. Émilie se tourna vers Henri, cherchant du réconfort dans ses yeux, mais il évita son regard, marchant vers la fenêtre. « C'est ma faute. J'aurais dû vendre plus tôt. Vous devriez partir. Rentrez chez les vôtres avant que le scandale n'éclabousse tout. » Le rupture était là, émotionnelle et brutale. Émilie recula, le cœur en miettes. L'équilibre fragile de leur intimité s'effondrait. Plus de regards complices, plus de promesses tacites. Elle, isolée dans cette maison qui n'était pas la sienne, sentait sa réputation se fissurer. Les Lefebvre, les Dubois, tous les bourgeois de Lyon la verraient comme une aventurière imprudente. « Henri, nous pouvons lutter ensemble. » Mais il secoua la tête, la voix brisée. « Non, Gaston a raison sur un point. Je vous ai entraîné dans mes erreurs. Partez ce soir. Je m'occuperai des enfants seul. » Le moment sans retour arriva comme un verdict. Émilie, les larmes aux yeux, fit ses malles sous le regard muet de Madame Bertrand. Jacques, sentant la tension, s'accrocha à sa jupe. « Ne partez pas, mademoiselle. Vous promettez des histoires. » Louise pleura en silence, serrant son poupon. Émilie les embrassa, le cœur déchiré, mais la porte se referma derrière elle, alors que la nuit tombait sur Fourvière. La calèche l'emporta vers la vallée, isolée, son statut social en chute libre. Henri, resté seul, fixa les documents, un ultimatum social résonnant, vendre ou périr. Mais au fond, une voix murmurait que cette séparation n'était qu'un prélude à une bataille plus grande. Dehors, les lumières des lampes à gaz s'allumaient une à une, illuminant un chemin semé d'embûches. Les jours suivants s'étirèrent comme une toile de soie déchirée, sous un ciel lyonnais bas et lourd, qui semblait refléter le poids sur l'âme d'Émilie. De retour dans la maison familiale de la rue des Cordeliers, elle errait comme un fantôme parmi les meubles familiers, les lambris sombres et les portraits ancestraux qui la toisaient d'un œil muet. Sa mère, avec sa robe de serge grise et son chignon impeccable, tentait de la réconforter par des tisanes de camomille et des mots lénifiants. « Le temps guérit, ma fille. Gaston Moreau n'est qu'un intrigant. » Mais Émilie, à 22 ans, sentait la révolte bouillir en elle, un feu qu'elle avait étouffé trop longtemps sous les convenances de la belle époque. La séparation d'avec Henri l'avait blessée plus profondément qu'elle ne l'admettait. Sa froideur apparente n'était que le masque d'une culpa qui la touchait désormais, comme un écho de son propre deuil pour son frère perdu.
Ce fut lors d'une visite impromptue à la fabrique des Laurent, perchée sur les berges de la Saône, où les métiers à tisser cliquetaient encore malgré la crise, qu'Émilie trouva la première preuve. Son père, les épaules voûtées sous son gilet usé, fouillait dans un coffre de livres de contes poussiéreux, ses lunettes glissant sur son nez aquilin. « Regarde cela, Émilie » murmura-t-il en lui tendant une liasse de lettres jaunies. « Cacheté d'un sceau brisé, celui des Duval. Ton beau-frère Henri m'en a envoyé une copie hier soir, par coursier discret. Gaston a falsifié des entrées. Ces dettes de 30 000 francs n'existent pas. Ce sont des prêts que j'avais effacés il y a 5 ans pour aider Élise lors de sa grossesse. » Les mots frappèrent Émilie comme un éclair. Elle parcourut les documents, les chiffres alignés en encre noire, révélant la manipulation, des dates altérées, des signatures imitées. Gaston n'était pas un simple rival. Il orchestrait un complot pour s'emparer de la fabrique, utilisant le deuil d'Henri comme levier. Et maintenant, leur union comme appât. Son cœur s'emballa. La vérité structurale se déployait. Ce n'était pas la ruine inévitable qui les liait, mais une toile d'intrigue ourdie par un parent ambitieux, un serpent dans le jardin bourgeois de Lyon. Émilie serra les lettres contre elle, sentant une détermination nouvelle l'envahir. Plus question de fuir dans les ombres des salons ou de se terrer derrière des éventails. Elle devait agir publiquement pour laver leur nom et protéger les enfants qu'elle avait appris à chérir. « Père, nous irons voir le notaire Leclerc, et j'écrirai une lettre ouverte à publier dans le Progrès. Les soyeux de Lyon doivent savoir la vérité. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'espoir naissant. Émilie s'enferma dans le petit bureau au rayonnage de chêne, sa plume grattant le papier à la lueur d'une lampe à huile. Elle rédigea une missive ferme, dans un style élégant mais incisif, dénonçant les falsifications sans nommer Gaston directement, pour l'instant. Les alliances familiales, piliers de notre commerce lyonnais, ne sauraient être minées par des ombres malveillantes. Les Duval et les Laurent unissent leurs forces pour la prospérité, non pour des dettes fantômes forgées dans l'ombre. Elle scella l'enveloppe et l'envoya au journal par un messager à bicyclette, son cœur battant d'un mélange d'effroi et d'exaltation. C'était sa première initiative publique, un acte proactif qui altérait déjà la perception sociale. Au lieu d'une victime passive, elle devenait une voix, une héritière, assumant son rôle dans les cercles bourgeois. La réponse ne se fit pas attendre. Le lendemain, alors qu'Émilie se promenait dans le jardin familial, cueillant des roses sous le regard discret de Margot, un fiacre s'arrêta devant la grille. Henri en descendit, le chapeau à la main, son costume noir froissé par la hâte. Ses yeux gris, habituellement voilés, brillaient d'une lueur nouvelle. « Émilie, votre lettre, elle est partout. Les Lefebvre m'ont envoyé un mot. Ils doutent des rumeurs maintenant. » Il s'approcha, hésitant, et pour la première fois prit ses mains gantées dans les siennes. « Je me suis trompé en vous repoussant. Ma froideur. Ce n'était pas du rejet. C'était la peur de vous entraîner plus bas. Élise me hante encore. J'ai cru que ce mariage était une prison pour vous comme la mienne, mais vous avez raison, ensemble, nous pouvons le vaincre. » Leur rapprochement fut contenu, tissé de confiance plus que de passion, un regard prolongé, un serrement de main qui dura un instant de trop, un silence complice sous les rosiers en fleurs. Émilie sentit son cœur s'alléger, un pic d'espoir où la vulnérabilité d'Henri se muait en force partagée. « Les enfants ?» demanda-t-elle doucement. « Ils me manquent. Et vous ?» Henri sourit faiblement, un geste rare qui adoucit ses traits marqués. « Jacques a dessiné un papillon pour vous, comme la broche. Louise murmure votre nom la nuit. Revenez, Émilie. Pas par devoir, mais parce que nous formons un front. » Mais ce pic d'espoir fut vite assombri par un val de danger. À peine Henri repartait-il que Gaston surgit, non par la porte, mais par un témoignage empoisonné. Un ouvrier de la fabrique, un homme bourru nommé Pierre, aux mains calleuses et à la casquette usée, frappa à la porte des Laurent, escorté d'un greffier municipal. « Monsieur Moreau m'envoie » grogna-t-il, tendant un affidavit scellé. J'ai vu les comptes falsifiés de mes yeux. Duval et Laurent complotent pour frauder les créanciers.
C'était un mensonge, un témoignage acheté, mais il portait le sceau officiel, menaçant une enquête publique. Émilie pâlit, la colère montant comme une marée contre les quais. Gaston répondait à son avancée par une menace plus grande, non plus des rumeurs, mais une accusation formelle qui pouvait mener à des saisies, isolant les familles et exposant les enfants au déshonneur. Pourtant ce coup raviva sa détermination. Elle convoqua son père et un allié inattendu. Madame Lefebvre, qui, touchée par la lettre, offrit un témoignage en faveur des Duval. « Les femmes de Lyon ne se laisseront pas intimider », déclara Émilie lors d'une réunion improvisée dans le salon, où le thé fumait dans des tasses de porcelaine. Son action proactivo, organiser cette alliance informelle, changea la donne. Les murmures des salons virèrent à l'indignation contre Gaston, ce cousin cupide qui sacrifiait le sang pour l'or. Le public, ces bourgeois aux cravates amidonnées et aux robes de taffetas, bouillonnait de rage contenue contre le vilain manipulateur, un picot d'indignation qui gonflait comme une vague prête à déferler. Henri revint le soir même, porteur d'un journal frais. La lettre d'Émilie y trônait en bonne place, avec des échos approbateurs. Leur avancée, cette relecture de leurs liens, où la froideur d'Henri se révélait devoir protecteur, fut scellée par une promesse. « Nous irons à l'Assemblée des Soyeux, dans 3 jours, à la Bourse du Travail. Là, nous exposerons tout. » Mais comme ils se séparaient sur un seuil chargé d'espoir, un messager haletant apporta une convocation. Gaston avait forcé une audience publique à l'Opéra de Lyon, un événement mondain où les élites se presseraient. « Venez !» « Où je déchaîne l'enfer », y lisait-on. Le piège se resserrait, mais Émilie, le menton levé, murmura « Nous y serons », et ce sera sa chute. La nuit enveloppa la maison, lourde de suspense, tandis que les cloches de Saint-Jean sonnaient de l'imminence d'un affrontement décisif. Les lustres de cristal de l'Opéra de Lyon scintillaient comme un millier d'étoiles captives, projetant des reflets dorés sur les velours rouges des loges et les robes chatoyantes des élégantes. C'était une soirée d'automne 1902 où l'élite des soyeux et des bourgeois se pressait dans ce sanctuaire de marbre et d'or pour une représentation de Faust qui masquait un affrontement bien plus dramatique. Émilie, le cœur battant sous son corsage de soie ivoire orné de perles discrètes, ajusta son éventail de dentelle noire. À 22 ans, elle n'était plus l'intruse timide. Son chignon châtain, parsemé de camélias frais, et sa robe à traînes fluides, avec manches bouffantes et col montant, incarnaient une résolution forgée dans l'adversité. Henri, à ses côtés dans la loge familiale des Duval, portait un habit noir impeccable, sa moustache taillée soulignant une mâchoire crispée. Jacques et Louise, confiés à Madame Bertrand, n'étaient pas là. Mais leur ombre planait sur chaque décision. Gaston Moreau avait orchestré ce piège avec une précision diabolique. La convocation, glissée sous leur porte la veille, promettait une réconciliation publique, lors de l'entracte, devant les notables assemblés dans le grand foyer. Mais Émilie savait. C'était un guet-apens, une arène, où il déchaînerait sa sabotage finale. Des rumeurs avaient déjà filtré dans les couloirs de marbre, un dossier accablant, des lettres falsifiées accusant Henri de fraude, et une témoin clé, une ancienne servante des Duval, achetée pour jurer avoir vu des comptes truqués. Les invités, en habits de soirée et capes bordées de fourrure, chuchotaient déjà, leurs regards glissant vers la loge comme des lames affûtées. L'opéra débuta dans un tourbillon de notes puissantes, les voix montant vers les voûtes peintes. Émilie serrait la main d'Henri sous le couvert de l'obscurité, un geste tacite de solidarité. « Restez forte », murmura-t-il, sa voix grave se mêlant aux accords. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Ce soir, elle choisirait non par devoir, mais par justice, définissant qui elle était devant cette communauté qui l'avait d'abord jugée. L'entracte sonna comme un glas, et ils descendirent dans le foyer, où les fontaines de marbre murmuraient sous les conversations animées. Gaston les attendait au centre, entouré d'un cercle de notables. Les Lefebvre, les Dubois et même le notaire Leclerc, aux lunettes luisantes.
Son sourire carnassier contrastait avec son frac gris-perle, trop voyant pour l'occasion. « Ah, mes chers !» lança-t-il d'une voix théâtrale, attirant tous les regards. « Henri, Émilie, unissons-nous pour clore ces malentendus. » Il fit un geste, et la servante apparut, une femme aux cheveux grisonnants, noués en chignon sévère, vêtue d'une robe noire austère. « Dites-leur, Madame Roux, vous avez vu les Duval falsifier les livres, cacher des dettes pour ce mariage de complot. » La femme hocha la tête, les yeux baissés. Balbutiant, « Oui, j'ai vu les papiers, signés en secret, 30 000 francs volés aux créanciers. » Un murmure horrifié s'éleva, les éventails claquant comme des applaudissements moqueurs. Madame Dubois pâlit, murmurant « Scandaleux ! Une jeune fille mêlée à cela ?» Gaston triomphait, son dossier à la main, prêt à l'ouvrir comme un tombeau. Émilie sentit la rage l'envahir. Un feu purificateur. C'était le moment, sabotage final du vilain, mais aussi leur contre-attaque. Elle s'avança, la voix claire et ferme, coupant le brouhaha comme une lame de soie. « Messieurs, mesdames, écoutez-moi. Gaston Moreau n'est pas un allié, il est un destructeur. » Elle sortit de son réticule une liasse de documents, les vraies lettres, les comptes authentiques, et un témoignage écrit de l'ouvrier Pierre, rétracté sous serment devant un prêtre ce matin même. Cette servante est payée pour mentir. Voyez ces sceaux intacts, ces dates vérifiées par mon père et le notaire indépendant, Monsieur Duvalier. Les dettes n'existent pas, elles sont une invention pour s'emparer de la fabrique Duval. Henri intervint alors, sa présence imposante renforçant les mots d'Émilie. Mon cousin a falsifié pour son gain. J'ai les preuves, une lettre de lui à un créancier offrant une part pour son silence. Il brandit une missive cachetée, lue à voix haute sous les lustres. Les notables se penchèrent, les murmures virant à l'indignation. Madame Lefebvre, témoin clé, s'avança, son collier de perles scintillant. « J'ai vu Gaston comploter au thé. Il enviait Henri depuis des années. Émilie a raison, c'est de la calomnie pure. » La communauté se tourna, les regards, autrefois moqueurs, se muèrent en admiration. Émilie, de l'humilier, devint la respecter. Une femme de cran, défendant son honneur et celui de sa famille choisie. Gaston blêmit, son rictus s'effondrant. « Mensonge, c'est un complot !» Mais le notaire Leclerc, confronté aux preuves irréfutables, secoua la tête. « Monsieur Moreau, ces documents sont vrais. Vous risquez le tribunal pour diffamation. » Un silence glacial tomba, puis des applaudissements sporadiques éclatèrent, vite unanimes. Gaston recula, isolé, son prestige en miettes, exil social immédiat, murmurait déjà le traître des soyeux. La victoire fut contundante. Le picot d'euphorie balaya le foyer, une vague de soulagement et de triomphe, validant chaque épreuve. Émilie et Henri se regardèrent, un sourire partagé illuminant leurs traits fatigués. La foule les acclama, les Lefebvre les invitant déjà à un dîner de réconciliation. Si cette victoire vous émeut, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. L'entracte reprit, mais le vrai opéra s'était joué dans le foyer. De retour dans la loge, le silence s'installa, paisible après la tempête. Henri prit la main d'Émilie, un engagement intime tacite, leurs doigts entrelacés, promettant un avenir bâti sur la confiance conquise. Dehors, Lyon dormait sous les étoiles, ignorant que ce soir marquait non une fin, mais un nouveau chapitre pour les cœurs volés. Les jours suivants, l'affrontement à l'Opéra de Lyon s'écoulèrent comme un fleuve apaisé après la crue, emportant les débris du scandale dans les eaux troubles du Rhône. Gaston Moreau, le serpent démasqué, subit les conséquences avec une rapidité impitoyable. Le notaire Leclerc, sous la pression des preuves irréfutables, invalida ces documents falsifiés dès le lendemain matin. Une enquête discrète, menée par les autorités commerciales de la Bourse du Travail, révéla ces malversations. Pots de vin à des ouvriers, lettres forgées pour gonfler des dettes imaginaires. Gaston, privé de ses droits sur la fabrique familiale, fut contraint à l'exil. On l'aperçut pour la dernière fois, valise à la main, montant dans un train pour Marseille, où des cousins lointains l'accueillirent à contre-cœur.
Sa chute de prestige fut totale. Les salons lyonnais, autrefois ouverts à son ambition vorace, lui fermèrent leurs portes. Les Lefebvre, ses alliés tardifs, refusèrent même de lui serrer la main lors d'une rencontre fortuite au marché aux soies. « Un traître n'a pas sa place parmi les honnêtes gens », murmura Madame Lefebvre à Émilie lors d'un thé de réconciliation. Gaston paya cher. Ruine financière, isolation sociale et un nom souillé qui hanterait ses descendants. Pour les Duval et les Laurent, les fils légaux se nouèrent avec une élégance restaurée. Le père d'Émilie, les épaules redressées pour la première fois depuis des mois, signa un accord définitif avec Henri. Fusion des fabriques, parts égales, et un prêt mutuel pour moderniser les métiers à tisser sans recourir à des importations douteuses. Le notaire Duvalier, un homme aux favoris grisonnants et à la voix mesurée, scella le contrat dans le bureau lambrissé de la demeure des Duval, sous le regard approbateur des enfants. Jacques, 9 ans désormais, observait avec des yeux écarquillés, serrant un nouveau soldat de plomb que sa presque mère lui avait offert. Louise, 6 ans, tendait un bouquet de violettes cueillies dans le jardin, ses nattes blondes dansant comme des papillons. Madame Bertrand, la gouvernante fidèle, versa une larme discrète, récompensée par une augmentation et un rôle élargi, intendante de la nouvelle alliance familiale. Les coadjuvants neutres, comme l'ouvrier Pierre, virent leur loyauté reconnue. Il devint contremaître à la fabrique unifiée, sa famille logée dans une maisonnette près des ateliers. Même la servante roue, manipulée par Gaston, fut rappelée et pardonnée, embauchée comme lingère avec un salaire décent. La compassion guérit plus que la vengeance, déclara Émilie, sa voix ferme portant la marque de sa transformation. D'une jeune fille effacée, elle était devenue une leader, guidant les femmes des ouvriers vers des ateliers mieux ventilés. Le lien entre Émilie et Henri se scella non par obligation, mais par une libre alliance d'âmes égales. Le mariage, repoussé pour les formalités, eut lieu un matin de printemps 1903 dans la cathédrale Saint-Jean, sous un soleil filtrant à travers les vitraux colorés. Émilie portait une robe de soie blanche, tissée dans leur fabrique commune, au corsage brodé de motifs de verre à soie et aux manches fluides, sans les rigidités d'un passé imposé. Henri, en habit gris perle, offrit un anneau neuf, forgé par un orfèvre lyonnais. Un cercle d'or simple, gravé d'un entrelac de feuilles de mûrier, sans ombre du deuil d'Élise. « Ceci est pour notre avenir, non pour les chaînes du passé », murmura-t-il lors de l'échange des vœux, ses yeux gris pétillants d'une tendresse conquise. Pas de baiser passionné devant l'assemblée, un effleurement des lèvres, chaste et profond, sous les applaudissements modérés des invités. Claire, la sœur d'Émilie, 16 ans et rayonnante en robe de taffetas rose, serra sa main. « Tu as choisi ton chemin, grande sœur. » La mère d'Émilie, veuve apaisée, hocha la tête, son camée en ivoire scintillant comme un sceau de paix. Leur nouveau équilibre s'établit sur un legs durable. Ensemble, ils fondèrent une école pour les enfants des ouvriers, nichée près de la Saône, une bâtisse modeste aux murs blanchis à la chaux, avec des salles lumineuses où l'on enseignait non seulement la lecture, mais les bases du tissage et des droits des familles. Émilie, sa voix assurée résonnant dans les couloirs, y lisait des contes sur des femmes fortes, inspirées de sa grand-mère. Henri, démontrant sa compassion par des actes, alloua des fonds pour des jardins communautaires où les veuves comme sa défunte épouse trouvèrent du travail. Leur leadership transforma la fabrique. Machine à vapeur installée sans dettes occultes, salaire juste et une bibliothèque ouverte aux apprentis, remplie de volumes sur l'histoire lyonnaise. Les enfants en bénéficiaient. Jacques apprenait les contes avec son père. Louise brodait avec Émilie, leurs rires emplissant la demeure autrefois silencieuse. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur les collines de Fourvière, peignant le ciel en teintes orangées, Émilie et Henri se promenèrent le long des quais, main dans la main, sans chaperon ni hâte. Jacques et Louise couraient devant, ramassant des cailloux polis par le fleuve. « Regardez l'horizon », dit Henri, sa voix grave adoucie par la brise.
Émilie s'appuya contre lui, le médaillon de sa grand-mère, désormais complété par la broche papillon d'Élise portée en hommage, reposant sur son cœur. Ils s'arrêtèrent sous un saule pleureur. Et là, loin des yeux du monde, leurs lèvres se rencontrèrent en un baiser vrai, par amour pur, scellant une union née des cendres. Le legs en action. L'école bruissait déjà de voix enfantines, un horizon de soie tissé pour les générations futures. Pourtant, un soir d'automne, une lettre arriva de Paris, cachetée d'un sceau inconnu. « Chère Madame Duval », écrivait un éditeur anonyme, « vos contes sur les vers magiques pourraient-ils inspirer un recueil? Lyon attend votre plume. » Émilie sourit, rangeant la missive dans son secrétaire. Un nouveau chapitre s'annonçait, doux et imprévu. 10 ans s'étaient écoulés depuis ce printemps de 1903, où Émilie et Henri avaient scellé leur union sous les vitraux de la cathédrale Saint-Jean. Lyon, toujours fidèle à son âme de soie et de pierre, avait vu ses rues pavées s'animer d'une nouvelle génération, tandis que les fabriques du bord de Saône exhalaient encore l'odeur musquée des cocons. La demeure des Duval, perchée sur les pentes de Fourvière, n'était plus une maison de deuil voilée, mais un havre bruissant de vie, où les volets verts s'ouvraient chaque matin sur un jardin fleuri de rosiers grimpants et de vignes en espalier. Émilie, à 32 ans, se tenait sur la terrasse, une tasse de thé fumant entre ses mains gantées de lin fin. Sa robe de mousseline beige, au col brodé de fils d'argent et aux manches légèrement bouffantes, soulignait une maturité gracieuse, ses cheveux châtains, maintenant striés de quelques fils d'argent, relevés en un chignon souple, orné d'un camée ancien, celui de sa grand-mère, complété par la broche papillon d'Élise, qui ne quittait plus son corsage. Henri s'approcha par derrière, ses pas légers sur les dalles chauffées par le soleil d'automne 1913. À 50 ans, il portait encore avec aisance son costume de tweed gris, taillé par le même artisan de la rue de la République, mais ses épaules larges s'étaient arrondies d'une tendresse conquise, et ses yeux gris, jadis froids comme l'hiver rhodanien, pétillaient d'une chaleur paternelle. Il posa une main sur l'épaule d'Émilie, un geste familier chargé de ces silences complices qu'ils avaient tissés au fil des ans. « Les enfants rentrent bientôt de l'école », murmura-t-il, sa voix grave adoucie par l'habitude. « Jacques a gagné un prix en arithmétique. Et notre petite Marie. Elle insiste pour réciter tes contes aux maîtresses. » Émilie sourit, tournant la tête pour effleurer sa joue d'un baiser léger. Leur amour avait résisté au temps, non comme une flamme ardente, mais comme un feu de cheminée. Stable, nourri par les épreuves partagées, les nuits de confidence près du feu et les joies quotidiennes qui avaient effacé les ombres du passé. Le mariage les avait unis pour de bon, et 2 ans plus tard, en 1905, Émilie avait donné naissance à un fils, Paul, un garçon aux boucles brunes comme celles de Jacques et aux yeux verts hérités de Louise. Puis, en 1909, une fille, Marie, aux cheveux châtains ondulés et au rire contagieux qui emplissait la maison comme un carillon. Les enfants des Duval étaient devenus les siens. Jacques, 19 ans maintenant, étudiait les techniques de tissage à l'école de la soie. Un jeune homme élancé aux épaules solides qui portait encore le soldat de plomb d'enfance comme porte-bonheur. Louise, 16 ans, fleurissait en jeune fille accomplie, ses nattes remplacées par un chignon sophistiqué et son poupon de chiffon cédé à la petite Marie. La famille s'était agrandie, transformée. Plus de gouvernante stricte dominant les couloirs. Madame Bertrand, vieillie mais fidèle, supervisait désormais les cuisines avec un rôle de grand-tante bienveillante, récompensée par une petite maison au jardin. Claire, la sœur d'Émilie, mariée à un négociant de la Croix-Rousse, visitait souvent, apportant ses propres enfants pour des après-midi de jeu dans les traboules secrètes de la colline. Les changements sociaux s'étaient opérés avec une douceur persistante, comme la Saône creusant son lit au fil des saisons. La fabrique unifiée, rebaptisée Laurent Duval, prospérait. Les machines à vapeur importées d'Angleterre ronronnaient sans dettes occultes, et les ouvriers, hommes et femmes au tablier taché de teinture, bénéficiaient de salaires décents et d'heures réduites. L'école fondée par Émilie et Henri, près des quais,
avait grandi en un bâtiment de briques rouges aux fenêtres hautes, où plus de 100 enfants apprenaient non seulement les lettres, mais l'histoire des soyeuses lyonnaises, ces femmes oubliées qui tissaient l'or de la ville. Émilie y enseignait 2 fois par semaine, sa voix résonnant dans les salles lambrées, racontant des contes sur des vers magiques et des grands-mères rebelles. Le devoir n'étouffe pas l'âme, il la libère quand on le choisit, disait-elle souvent, ses yeux brillants d'une compassion forgée dans le feu. Henri, de son côté, avait initié des jardins ouvriers le long du Rhône, où les veuves cultivaient des mûriers pour des compléments de revenus. La hiérarchie bourgeoise de Lyon, autrefois rigide comme un corset, s'était assouplie. Les Lefebvre organisaient des thés mixtes, invitant ouvriers et patrons, et même Madame Dubois, l'acariâtre veuve, avait fini par admettre lors d'un bal à la Bourse « Votre union a sauvé plus que des fabriques ». Elle a rappelé à la ville ce que signifie l'honneur. Mais tous n'avaient pas été épargnés. Gaston Moreau avait payé le prix fort pour ses ambitions voraces. Exilé à Marseille après le scandale de l'opéra, il avait sombré dans l'oubli. Ses affaires de négoce en épices avaient périclité, rongées par des dettes qu'il ne pouvait plus falsifier. On chuchotait qu'il vivait modestement, dans un appartement exigu du Vieux-Port, évitant les regards lyonnais lors de rares voyages. Sa femme l'avait quitté pour un armateur honnête, emmenant leurs enfants, et son nom, jadis synonyme d'ambition, évoquait désormais la trahison dans les salons. Lors d'une foire de soie, en 1910, il avait croisé Henri par hasard. Un hochement de tête froid, sans mots, avait scellé son exil intérieur. « Il a perdu plus que l'or, il a perdu sa famille », avait murmuré Henri à Émilie ce soir-là, une pointe de pitié dans la voix. Gaston, usé par les ans et les regrets, représentait le prix de la cupidité. Une vie solitaire, hantée par les ombres de ce qu'il avait tenté de détruire. Ce soir-là, sur la terrasse, alors que le soleil se couchait en teinte de safran sur les toits de tuiles lyonnaises, la famille se réunit pour le dîner. Jacques racontait ses projets d'améliorer les métiers à tisser. Louise brodait un motif de papillon sur un châle pour Émilie. Paul et Marie couraient autour de la table, riant aux éclats. Henri leva son verre de vin du Rhône, les yeux posés sur sa femme. « À nous, Émilie, à ce cœur que tu as volé, et rendu 1000 fois plus grand. » Elle rougit légèrement, serrant sa main sous la nappe damassée. L'amour avait non seulement résisté, il avait fleuri, profond et résilient, comme les rosiers du jardin qui défiaient les hivers rigoureux. Dehors, la cloche de Fourvière sonna le soir, un carillon nostalgique qui évoquait les épreuves passées, le bal forcé, la tempête. L'opéra, transformé en souvenirs doux amers, piliers d'une vie accomplie. Émilie ferma les yeux un instant, sentant le poids léger du médaillon contre sa peau. La belle époque tirait à sa fin avec ses lustres et ses secrets, mais leur histoire perdurait. Un legs de soie tissé d'amour choisi, un horizon où les enfants, grands et petits, marcheraient libres. Lyon, éternel, veillait sur eux. Et dans ce crépuscule, tout semblait accompli. Et voilà, chers amis, que notre histoire d'Émilie et Henri s'achève sur une note de triomphe doux et durable, comme le fil de soie qui tisse les plus belles tapisseries de la vie. Dans cette belle époque lyonnaise, où les lustres scintillaient et les cœurs se brisaient sous le poids des convenances, nous avons vu une jeune femme forcée d'épouser un veuf inconnu, un homme marqué par le deuil et les dettes familiales. Pourtant, au fil des chapitres, ce qui naquit de l'obligation devint une symphonie d'amour volé, non par la passion fulgurante, mais par les gestes tendres envers des enfants innocents, par la confiance forgée dans la tempête des intrigues, et par la justice arrachée aux griffes d'un cousin ambitieux. Quelle leçon nous enseigne ce récit? D'abord, que l'amour véritable émerge souvent des cendres du devoir. Émilie, prisonnière d'un mariage arrangé, apprit que soigner les blessures d'autrui guérit les siennes propres. Henri, veuf distant, découvrit que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un pont vers l'âme d'une autre. Ensemble, ils nous rappellent que les chaînes sociales, ces alliances forcées, ces rumeurs venimeuses, peuvent être brisées par le courage et la compassion,
Gaston Moreau, ce vilain Cupide, paya le prix de sa soif d'or. L'exil et la solitude, preuve que l'ambition sans honneur ronge l'âme comme un ver dans un cocon. Mais les héros, ils triomphèrent, fondant une famille élargie, une fabrique prospère, une école pour les humbles, prouvant que la justice sociale naît des actes justes. Et vous, qui avez suivi cette épopée jusqu'au bout, quel fil de soie relie-t-elle à votre propre vie? Avez-vous, comme Émilie, transformé un fardeau en trésor? Ou comme Henri, ouvert un cœur fermé par la peur? Cette histoire nous invite à réfléchir. Dans un monde de hiérarchie rigide, il est possible de choisir son destin, de tisser des liens qui résistent aux orages. Laissez ces mots vous motiver, osez affronter les tempêtes, protéger les innocents et laissez l'amour grandir là où le devoir semble imposer le silence. La belle époque est passée, mais ces leçons perdurent, nous rappelant que chaque cœur volé peut être rendu plus riche et plus libre. Maintenant, j'aimerais tant entendre vos pensées. Commentez ci-dessous ce que vous avez ressenti en suivant Émilie et Henri. Une larme pour leur deuil partagé? Un frisson pour le scandale à l'opéra? Ou une joie profonde pour leur union finale? Et pour savoir qui a tenu jusqu'à la fin, écrivez le mot papillon dans votre commentaire, ce symbole de transformation qui flotte sur toute l'histoire. Votre voix aide à tisser ce canal, à le faire grandir comme une soie lyonnaise. N'oubliez pas de liker si cette narration vous a touché, et abonnez-vous pour ne rater aucune autre aventure. Des romances enflammées de Paris aux drames corsés de Provence, toutes prêtes à vous captiver. Si vous avez aimé plonger dans ces intrigues d'époque, jetez un œil aux cartes ci-dessous. D'autres histoires d'amour impossible et de victoires méritées vous attendent, comme celle d'une danseuse niçoise piégée par un conte mystérieux. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Ensemble, nous continuons à narrer les âmes éternelles. À bientôt pour de nouvelles pages tournées sous les étoiles de la France d'antan.